chère éminente délégation des présidents avec leurs chères épouses, quel honneur distinct en réalité de vous recevoir et le plaisir de recevoir le fondateur, président, PDG, j'allais dire, de la fondation Tony Elumelu, qui est parmi nous. Est-ce qu'on peut l'ovationner et l'apprécier, s'il vous plaît? Bien, les ovations ne sont pas réservées à lui en tant que tel, mais faisons un peu plus pour cette distinguée convergence des jeunes entreprises. Excellence, le président de la République fédérale du Nigeria, ici parmi nous, avec la présence distincte et la représentation par le vice-président du Nigeria, qui est le professeur Yemi Osibanjo. Nous souhaitons la bienvenue, la présence de l'étoile du Rwanda, son Excellence, le président Paul Kagame du Rwanda. La première célébrité, n'est-ce pas, du Sénégal. Pour les jeunes du Sénégal, votre président, Macky Sall, est parmi nous. Et vous avez entendu, n'est-ce pas, pour la République démocratique du Congo, célébrer et honorer votre président Félix Tshisekedi, Prime Minister of Uganda, the Premier ministre de l'Ouganda, l'honorable Dr Ruakana Lugunda. Et le groupe présidentiel ne sera pas complet sans la présence de son Excellence, de ses Excellences Premières Dames qui sont parmi nous. Nous voulons reconnaître et célébrer la Première Dame du Mali, Keita Aminata Meiga, la Première Dame de la Guinée équatoriale, célébrer son Excellence Hadjia Djenne Kaba. help me celebrate Aidez-moi aussi à célébrer et reconnaître la présence de la Première Dame de la Fondation Tony Elumelu, le Dr Awane Elumelu. We also have with us Nous avons aussi parmi nous aujourd'hui la représentation du bureau du secrétaire général de la Fédération, un Africain distingué et un entrepreneur mondial. J'aimerais honorer et souhaiter la bienvenue le directeur adjoint de la Commission de l'Union européenne, Condoms, le président de l'OMS, Tedros Adhanom. Je parle le président de l'OMS, Tedros Adhanom, et le président de la Banque africaine de développement, notre cher frère nigérian, Dr Akinwumi Adesina, président et puis président du conseil de Afrique-Zim, le professeur Bénédicte Arama, vice-président de CICR, Charles Kabonnet, et le directeur général de la Banque arabe de développement, Dr Hu Tang, le directeur national du groupe de la Banque mondiale, Rachid Benessaoud, distingué l'icône de CNN. Nous aimerions aussi souhaiter la bienvenue à toutes les branches de la Banque africaine de développement et le responsable de Transcorp Hilton et aussi les membres du conseil de la fondation Tony Elumelu,
toutes les personnalités diplomatiques ici, toutes les parties prenantes, les entreprises mondiales et aussi la chose la plus importante, les responsables chargés des différentes entreprises. Et de façon distinguée, j'aimerais reconnaître la présence de tous les jeunes de la fondation, je parle des alumni de la fondation Tony Elumelu qui sont ici parmi nous. Est-ce qu'on peut les ovationner? Ce matin, nous avons une personnalité iconique de CNN qui est notre modérateur en chef pour cet événement, pour cette session, j'allais dire. Pour l'instant, nous aimerions aborder ce que nous appelons le dialogue du secteur privé des fondateurs. C'est un chemin, un point de départ de la convergence globale ou mondiale de la jeunesse africaine dans l'espace entrepreneurial. J'aimerais inviter pour prendre son siège en tant que modérateur de cette session plénière le représentant de CNN GPS. Nous le souhaitons la bienvenue à notre espace. Son nom c'est Farid Zakari. Farid Zakaria. À son côté, pour cette discussion, j'invite le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Le docteur Tedros Adhanom, le président de la Banque africaine du développement, docteur Akinwumi Adesina, le président de la Banque de l'exportation et de l'importation, professeur Bénédicte Okelama, directeur général de la Banque arabe de développement en Afrique, docteur Sidi Ota. Et Condons, directeur général adjoint de la Commission de l'Union européenne. Joël Cavanias, vice-président du Comité international de la Croix-Rouge. Jules Carbonnier. Voilà. Et ensuite, le fondateur de la fondation Tony Elumelu, le PDG, lui-même Tony Elumelu. Not just for Tony. Non seulement pour Tony, mais pour eux tous. Est-ce qu'on peut les ovationner? Vous avez la parole, Farid, pour modérer cette session. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, si vous êtes si enthousiastes par rapport à cette discussion, mais qu'est-ce qui va se passer lorsque vous organisez un match de football? Nous sommes ravis d'être ici avec vous. Nous sommes ravis d'avoir cette opportunité. Et nous allons démarrer les travaux parce que nous n'avons pas assez de temps. J'aimerais simplement demander à tous les panélistes d'avoir en esprit l'audience qui est devant eux et l'énergie et l'enthousiasme pour pouvoir encourager l'audience. J'aimerais vous demander de parler directement et du fond de votre cœur parce qu'il dispose le cliché et les points de discussion de votre personnel. and let's have Et essayons d'entretenir des discussions véritables, franches
honnête et du fond du cœur. Alors, permettez-moi de commencer à demander à M. Adesina, le docteur Adesina de la Banque africaine de développement. Et il y a une question simple que toute personne pose lorsqu'on regarde le continent africain. Pourquoi n'y a-t-il pas assez de développement, de croissance ou d'entrepreneurs? Qu'est-ce qui peut être fait pour changer ce récit? En tant que docteur qui diagnostique le problème et qui nous présente le traitement, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci infiniment, Farid. Je suis heureux d'être ici, Nigeria. Je vous remercie. Je remercie aussi mon cher frère Tony Elumelu. Il a fait un travail impeccable pour réunir tous les jeunes de l'Afrique. Ça, c'est fantastique, Son Excellence. Monsieur le vice-président, nous allons vous voir bientôt. Et tous les présidents du Sénégal, de la RDC, de l'Ouganda, les premières dames qui sont ici, et aussi Madame Elumelu, je vous souhaite la bienvenue. Afrique. L'Afrique, je parle de l'Afrique. L'Afrique ne se lève pas. L'Afrique s'est déjà levée. Et la raison, c'est que même... Voilà, parlons de l'économie pendant un instant. Lorsqu'on voit le taux de croissance de l'économie africaine, on a projeté que la croissance sera à 4%. Mais cela ne vous présente pas l'histoire, l'excitation de ce continent. Vous avez 22 pays qui arrivent au-delà de 5%. Il y a 21 pays qui croissent à 3 à 5%. Je sais que beaucoup d'entre vous vont commencer à se faire des idées. Parce qu'ils vont dire, mais le taux global, c'est 3,2%. Ça veut dire que l'Afrique évolue bien. L'Afrique est en train de fournir des bons efforts dans le domaine du PIB. Alors, j'aimerais dire que le taux de PIB est important parce que le PIB ne crée pas d'emploi. Le défi que nous avons, le défi honnête que nous avons, c'est quelque chose d'humble. Et c'est que nous avons 668 millions de jeunes Africains qui sont sur le continent. 12 à 13 millions de ces jeunes entrent dans le marché de l'emploi, mais ils ne trouvent pas de boulot. C'est seuls 3 millions d'entre eux qui obtiennent le boulot. Là, lorsqu'on parle de la croissance doit être une croissance qui crée de l'emploi. Et je ne parle pas de n'importe quel emploi. Je parle de l'emploi de qualité pour avoir un travail décent. Donc, ce que nous faisons, nous devons faire, selon mon point de vue, c'est examiner les jeunes gens de notre continent qui vont faire croître, n'est-ce pas, un grand nombre de personnes à partir de 2063. Nous ne devons pas continuer à repousser leur avenir. On doit les assister aujourd'hui. Les jeunes gens ne sont pas des responsabilités. Ils ne sont pas des passifs, ils sont des actifs. Voilà, donc tout le monde parle des risques. Mais en tant que président de la Banque africaine de développement, voilà le point que j'aimerais soulever. Nous devons commencer à exposer notre capital au risque pour les jeunes gens de l'Afrique. Nous avons beaucoup de présidents qui sont parmi nous. Nous avons son Excellence, le vice-président de la République fédérale du Nigeria qui est ici. Et on a par exemple des opportunités qui créent pas de boulot. C'est parce qu'on a des institutions qui manquent. Maintenant, on parle de ces 768 millions de ces personnes. Le marché ne fournit pas les finances à ces jeunes. Et nous avons des gouvernements qui ne jouent pas leur rôle en tant que tel. C'est pour cela que nous produisons beaucoup de populations qui n'ont pas de travail. La pauvreté n'est pas un actif. J'ai fait un tour du monde et j'ai essayé de faire un avantage comparatif. Et j'ai essayé de voir comment la pauvreté peut être un avantage comparatif. Et ce n'est pas vrai. Tony fait un travail impeccable et j'aimerais qu'on puisse l'ovationner. En outre, cela va au-delà de ce que Tony fait, ça va au-delà de ce que nous tous nous pouvons faire. Ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'il est moment pour que les leaders et les gouvernants nigérians, africains, j'allais dire, commencent à investir dans les jeunes. Et ensuite, en faisant cela, on doit corriger, n'est-ce pas, ces échecs fondamentaux.
les institutions manquantes, l'échec du marché et la faillite du gouvernement. Donc, j'aimerais proposer qu'il est mieux de mettre sur pied une banque qui gère la question d'entrepreneuriat et l'investissement dans la jeunesse. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire une banque où on peut se rendre et on voit les actifs mais pas des passifs. C'est-à-dire on entre dans cette banque, on voit que ceux qui sont là-bas ont confiance à ces jeunes. Ceux-là qui peuvent assister les autres banques telles que UBA à croître. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous devons, n'est-ce pas, commencer à assister les jeunes à avoir les affaires à gérer. J'aime ce que Tony Melumi fait. Il parle de 5 milliards de dollars. Si on fait cela, on utilise ce genre de capital pour créer d'emplois pour les jeunes, c'est bon. J'aimerais apprécier le travail acharné que les présidents sont en train de faire, mais il est temps pour qu'on mette sur pied des banques qui sont axées sur l'intérêt, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat, tout comme, n'est-ce pas, l'investissement dans les jeunes. Parce que les jeunes que je vois dans vos différents pays, ils ne sont pas seulement le futur de l'Afrique, mais ils sont le présent de l'Afrique. Donc nous devons commencer à investir en cela à partir de maintenant. Let me ask Dr. Ta of the Demandez le docteur Ta de la Banque arabe de développement. Vous avez investi dans ce continent de façon à ce que de façon à laquelle le docteur Adesina fait allusion. Quelle est la stratégie qui est la plus réussie? Où est-ce que vous trouvez les opportunités? Qu'est-ce que vous pensez qui réussit en Afrique, particulièrement par rapport à ces jeunes entrepreneurs? Merci infiniment. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter le docteur Tony Elumelu pour cette initiative excellente et exprimer mes salutations à nos chères excellences, chefs d'État et les premières dames, et tout comme toute l'audience ici présente. J'aimerais aussi m'adresser aux jeunes du continent. La Banque arabe de développement en Afrique a géré principalement les choses avec le secteur privé pendant ces 2 décennies en fournissant les finances pour les projets de développement dans le cadre, n'est-ce pas, du développement infrastructurel. Mais aujourd'hui, nous avons lancé notre 23e stratégie qui se focalise sur la jeunesse et l'autonomisation de la jeunesse et des femmes, ce que j'allais dire. Alors, comment allons-nous réaliser cela? On ne peut pas réaliser cela seul. On a besoin de partenariats et c'est la raison pour laquelle je suis ravi d'accepter l'invitation de Tony pour participer à ce forum. Tout cela rôde autour de la question de partenariat. Aucune institution, aucun État peut seul réussir quant à la lutte contre la pauvreté et en autonomisant les jeunes et les femmes. Il nous faut le partenariat. C'est la raison pour laquelle nous tissons des partenariats avec les gouvernements, parce que sans le gouvernement, rien ne peut être fait. Nous tissons de partenariats avec la BAD, l'Afrixim et avec les autres institutions, mais avec cette fondation, tout comme les autres partenaires. Nous entretenons des discussions avec la fondation Tony Elumelu pour autonomiser les jeunes à travers le continent africain. Alors, ce que nous avons fait quand on travaille avec les jeunes et les femmes en Afrique, l'investissement le plus réussi que nous avons fait, c'est dans les cas des microfinances. Et nous devons reconnaître le fait que les microfinances sont les véritables acteurs, n'est-ce pas, du succès enregistré en Afrique. Mais nous avons besoin de beaucoup plus de cela pour fournir les finances. L'accès aux finances est certainement un grand défi, non seulement pour les PME, mais pour les jeunes entrepreneurs. Je parle des technopreneurs, agropreneurs et les sociopreneurs. Nous avons aussi besoin de renforcer, de renforcer les capacités, parce que cela fait partie. C'est pour cela que le pilier de notre stratégie, c'est le renforcement des capacités des jeunes. Donc, nous avons travaillé avec les fondations en matière
renforcement des capacités des femmes et des jeunes dans la plupart des pays africains et nous sommes prêts, n'est-ce pas, à faire l'extension de ce genre d'intervention dans les autres États en renforçant les capacités de ces parties prenantes en collaboration avec les partenaires. Alors, notre vision pour les jeunes et les femmes en Afrique, et aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est autant faire l'extension de cette intervention en dépendant des partenariats, n'est-ce pas, avec toutes les parties prenantes et fournir des ressources pour l'entrepreneuriat. Alors jusque-là, nous avons travaillé avec ces deux lignes de finances. Nous avons entamé le processus de créer les nouvelles institutions financières pour pouvoir prendre soin de ceux-là qui n'ont pas accès au système formel de marché. Et là, il faut créer un moyen du marché, non seulement pour la banque, mais pour pouvoir fournir les ressources pour ceux-là qui n'arrivent pas à avoir accès au système formel bancaire. Alors, nous dépendons du partenariat et nous sommes ici pour travailler avec toutes les organisations de la jeunesse, les fondations de la société civile, tout comme le secteur privé, et bien même que les gouvernements. Je vous remercie. Quels sont les types de partenariats? Je pose la question à monsieur de l'Europe. Vient donc pour le compte de la Commission européenne. Nous savons que les Européens actuellement sont très dérangés par le problème d'immigration, de la migration, et font beaucoup d'efforts pour arrêter ou réguler ou contrôler ce flux migratoire. La solution fondamentale à ce problème en Europe, c'est d'aider au développement africain, d'assister pour qu'on n'ait pas toujours cette pression migratoire. Et si c'est le cas, quel genre d'ambitieux partenariat que vous offrez à l'Afrique en ce sens-là? Merci. Merci de m'avoir invité. Je commençais avec la migration. Le grand avantage que nous avons avec la migration, c'est que il est paru donc sur l'écran européen. Merci pour la migration. Les Européens ont commencé à comprendre ce qui se passe en Afrique, parce qu'ils ne vivent pas en Afrique, et que l'avenir de l'Afrique affecte donc l'avenir de l'Europe. C'est une synergie. Nous faisons très attention à ce projet, d'aller au-delà que l'Afrique actuellement a capté l'attention. Nous voulons nous assurer qu'au-delà de la migration, il y a un continent qui est en train, n'est-ce pas, de grandir. Ce que nous avons vu aujourd'hui, tout ce dynamisme, cette énergie des entrepreneurs africains, ce que nous voyons ici, c'est tout simplement le bout de l'iceberg. Dans plusieurs pays, il y a les jeunes africains et de moyen d'âge qui ont l'esprit d'entrepreneuriat. Et si je regarde l'Europe, 99% de compagnies et d'entreprises de petits, 80% de travail qui ont été créés en Europe ont été créés par les entreprises de petites et moyennes entreprises. Et il n'y a pas de raison pour que l'entrepreneur africain ne puisse pas faire la même chose. C'est pourquoi ce que nous voulons donc, nous voulons soutenir ce potentiel énorme de l'entrepreneuriat africain et notre expertise dans ce sens, le point de départ. Et justement, il faut donc changer l'état d'esprit en Europe. Quand je regarde ce que le président donc de la Commission européenne a dit hier dans l'état d'union, il a proposé une alliance nouvelle entre l'Afrique et l'Europe pour l'investissement. Et c'est ce que nous sommes en train de développer. Nous regardons comment nous pouvons utiliser nos moyens pour supporter l'Afrique en termes de développement et d'attirer et de rendre l'investissement plus facile, l'investissement public et l'investissement privé. Nous allons investir sur l'éducation vocationnelle, la formation des emplois. Car quand vous créez des emplois, il faut des formateurs. Tony le sait,
mais nous regardons activement dans ce partenaire avec un grand montant d'argent pour développer ce domaine de partenariat avec la Fondation ETF pour pousser vers le haut le problème d'entrepreneuriat. Alors, l'autre point, c'est le marché. Les entrepreneurs ont besoin de marché. Nous savons que la construction des marchés est très important au niveau continental. C'est important en Afrique. Les Africains ont besoin de marché. Et alors, nous sommes en partenariat avec la Commission africaine pour faire du continent africain une réalité, une zone de libre-échange, de libre marché. Alors, l'Europe a passé près de 30 ans pour avoir ce que nous avons aujourd'hui dans le traité de Rome. Alors, nous savons le travail qu'il fait, et le travail, c'est mon point final ici. Et nous voulons donc un partenariat avec l'Afrique. Donc, il est très important de créer des buts, des objectifs stratégiques et être d'accord là-dessus. Il y a un travail très important qui demande une analyse beaucoup plus profonde, des études profondes, un travail très important comme le fait la Fondation ETF avec des entrepreneurs chevronnés pour mentorer et supporter. Et c'est dans ce sens-là que monte vers l'Europe. Alors, nous entrons dans un cycle politique nouveau en Europe avec un budget multiannuel. Alors, nous pouvons donc changer la façon avec laquelle notre partenariat se faisait avec l'Afrique, avoir un nouveau partenariat avec l'Afrique pour résoudre les problèmes de l'Afrique, supporter l'Afrique et trouver des solutions à ces problèmes. Merci. Monsieur Carbonnier de la Croix-Rouge, vous êtes déjà en partenariat avec la fondation FTE. Quelles leçons est-ce que vous avez tirées? Quels sont les succès? Quels sont les points d'ombre de ce partenariat avec FTE? Merci Farid. Vos Excellences, chefs d'État, Première Dame, et chers invités, chers Africains, jeunes entrepreneurs et chers amis, en réalité, nous sommes très contents d'être pionniers dans cette fondation FTE, d'être en joint venture dans l'investissement. Nous le faisons parce que nous travaillons avec beaucoup d'engagement en Afrique avec la plupart de notre personnel. Nous travaillons avec les communautés et les peuples affectés par des crises, à travers les conflits et la violence. Nous les écoutons. Ce que la communauté nous dit, c'est que nous ne devons pas vivre en sorte de mendiants. Nous voulons pas dépendre des dons, nous voulons avoir une vie digne, nous voulons nous débrouiller. Et non, il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent pourvoir des solutions que nous-mêmes ne pouvons pas pourvoir. Donc nous avons été contents de commencer dans ce sens-là au Nigeria, à l'état de Borno, à investir dans des plans concrets d'affaires dans les entrepreneurs, mais aussi investir dans la formation avec la connaissance nécessaire. Je pense que ça c'est très critique pour le développement parce que très récemment j'étais dans une réunion institutionnelle où les institutions de développement financier demandaient est-ce qu'on ne peut pas investir dans des contextes fragiles. Et le problème
problème qui était posé, c'était pas un manque de capitaux, parce qu'il y en a, ils ont parfois ils ont assez d'argent, mais le problème c'est la difficulté de voir des projets bancaires avec des entrepreneurs qu'on peut suivre, qui ont une certaine connaissance des finances et qui peuvent présenter un plan solide d'affaires, un projet d'affaires. Merci pour la fondation FTE qui continue de bâtir dans ses succès, dans ce sens-là. Il y a aussi une autre façon de retrouver cela. Il y a des solutions innovatives, c'est ce que vous avez donc mentionné dans le partenariat. Nous avons commencé en partenariat avec d'apporter l'expertise de toutes sortes de ressources, de trouver des solutions pour garder les infrastructures critiques et certaines capacités à ceux qui sont affectés par la violence et des crises. Nous avons lancé il y a quelques années une bande donc humanitaire qui investit dans des projets où nous bâtissons des centres de réhabilitation en Kinshasa, en République du Congo, démocratique du Congo, au Mali et au Nigeria. Les investisseurs prennent des risques. C'est vrai, il y a des erreurs, mais nous faisons donc attention aussi à la formation du personnel. Je suis constant de vous annoncer que nous avons deux autres projets humanitaires au niveau donc de l'éducation au sud du Soudan, dans les zones de conflit, les zones sous l'opposition, et aussi l'autre pour l'extension des services dans le partenariat avec le projet aquatique au Congo. Et pour donc conclure, je voudrais donc parler de mon cœur, comme vous l'avez dit. Pendant 15 ans, j'ai été un économiste de développement. Pendant 15 ans, j'ai essayé d'étudier en Afrique. J'ai conduit des recherches en Afrique avec des partenaires de toutes les universités en Afrique. Ce que nous avons vu hier et aujourd'hui, c'est vraiment plaisant de voir ce dynamisme, cette volonté, cet esprit, et ça permet donc d'investir en Afrique, de trouver donc des solutions africaines aux problèmes africains à partir de ce que nous avons vu hier. Merci. Alors, je vais demander au professeur Rama de la Banque de l'exportation et de l'importation de l'Afrique concernant les différents partenariats et la coopération qui existe parmi les États africains. Je me rappelle que lorsque je dirigeais le magazine Newsweek, on cherchait les différentes positions, n'est-ce pas, pour les correspondants africains, parce qu'il y avait il y avait peu plutôt de vols, hein, et là, ceci causait des problèmes. On pourrait parvenir à plusieurs Africains qui sont à Londres qu'en Afrique. Donc ça, c'est le métaphore, hein, qui parle du manque de coopération, du manque de dialogue interafricain, échange, communication. Est-ce que cela pourrait changer pour qu'on puisse bâtir l'entrepreneuriat véritable? On a besoin de compétences, on a besoin d'un marché vaste africain, on a besoin de toute la société africaine. Est-ce que nous nous approchons de cette réalité? Very much. Merci infiniment. Excellence, chef d'État, chère Première Dame, les hauts cadres du gouvernement nigérian, cher vice-président, son Excellence responsable des organisations internationales, cher gouverneur et les jeunes. Je vais me prononcer du fond de mon cœur tel que vous avez proposé. Avant de parler des types de partenariats que nous avons et qu'est-ce que cela nous présente pour l'avenir quant à la question de l'intégration du continent, j'aimerais vous dire que beaucoup de choses se sont passées avec
l'accord de la zone de libre-échange continentale. Et je pense que l'aspect transport a été pris en compte avec par un grand nombre de pays africains. Alors, je vais parler de l'entreprise ou l'entrepreneuriat, j'allais dire, et comment cela est connecté à ce que je dis. Lorsque vous parlez de l'investissement dans l'infrastructure, il y a plusieurs volets à considérer et c'est ce qui amène les entrepreneurs et à avoir le changement du continent. Mais il y a quelque chose que nous avons omise. Et il y a une chose que nous avons omise, et cette chose, ce sont nos peuples. Si nous regardons le monde entier, on voit qu'il y a des pays en voie de développement où les infrastructures ont été bâties, où il y a beaucoup de finances. Mais si on voit leurs index, les indices plutôt de développement, on compare cela aux pays tels que la Corée du Sud, le Japon, on voit qu'il y a beaucoup de gaps qui existent. On se pose la question, est-ce que l'infrastructure constitue un problème? Si ces États tels que le Japon et la Corée du Sud sont partis loin, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Et on doit réorienter, n'est-ce pas, nos populations afin qu'elles prennent des risques. On peut parler des politiques qui peuvent pousser les gens à prendre des risques, mais dans ce monde où nous sommes, il y a encore une compétition globale intense. Si nous ne prenons pas l'avenir dans nos mains, alors là, nous ne pourrons pas profiter de ces opportunités qui nous sont présentées. Il y a de cela 60 ans, la plupart des pays africains n'avaient pas eu d'indépendance. La plupart de ces jeunes qui sont ici vont repartir dans leurs États et il y a certains lieux ils ne vont pas fréquenter à cause de la situation pour l'Afrique du Sud il y a de cela 30 ans. Maintenant, pour nos jours, ces jeunes peuvent se rendre partout. Alors, pour nous, en tant qu'officiels, nous oublions rapidement que nous avons remporté un combat politique. Et maintenant, nous sommes au sommet, n'est-ce pas, d'une bataille politique. Et ce combat dont je faisais allusion a été remporté non seulement parce que nos aïeux se sont reposés, ils ont travaillé 5 à 7 heures du temps dans leur bureau, mais ils étaient dans les brousses, ils menaient le combat, tels que les gorilles. Ils ne voyaient pas mais de nos jours, les soldats de la bataille économique, c'est les jeunes. Le terrain ou le lieu de formation, ce n'est pas dans les universités. Les moyeux d'innovation, c'est là où nos soldats seront formés. Et nous nous posons la question, combien d'entre ces jeunes qui sont ici parmi nous peuvent donner tout ce qu'ils ont, passer des heures, telles que les Japonais ont fait, les Chinois ont fait, ils continuent à le faire, afin d'être en mesure de créer, n'est-ce pas, la richesse et le bien-être pour eux-mêmes. Parce qu'ils doivent savoir que s'ils font cela, ils le font pour tout le monde. Cela m'amène à la suggestion, à la fondation Tony Elumelu. Lorsque vous faites la sélection, peut-être l'un des critères, c'est que la passion, l'orientation de ces personnes que vous sélectionnez, tout cela doit être pris en compte. Ce n'est pas seulement les propositions qu'on vous présente, parce qu'on peut vous donner les meilleures propositions, mais si vous n'avez pas l'enthousiasme, le zèle de devenir riche, alors ces jeunes ne peuvent pas créer ce genre d'emploi que nous cherchons. Alors, avec l'accord de la zone de libre-échange continentale, le marché sera plus grand. Nous devons créer accès à ce marché. Nous devons fournir beaucoup d'informations par rapport à ce qui se passe sur le continent africain afin que les jeunes entrepreneurs arrivent à savoir là où se trouvent les opportunités, comment évaluer les risques et comment prendre aussi les risques. Nous avons besoin, je parle du gouvernement, de fournir des interventions qui pourraient pousser les gens à prendre des risques. Parce que
ce sont de telles interventions qui peuvent donner l'assurance aux entrepreneurs de prendre le risque. Mais si on n'a pas les fonds pour les entreprises, tel que ce que Tony fait au niveau de la fondation, on peut faire tous les investissements dans les infrastructures, mais on ne peut pas créer de richesses et de bien-être. Alors, pour moi, lorsque je regarde les jeunes qui sont ici, je remercie Tony de les avoir réunis afin qu'ils puissent partager leur point de vue, afin que je puisse présenter aussi mon point de vue. Et j'espère que nous allons partir d'ici, sachant qu'aujourd'hui, c'est la chose dans laquelle ils s'engagent, c'est au-delà d'eux. C'est cette bataille d'amener l'Afrique à se relever pour éviter, n'est-ce pas, les faillites du passé. Je vous remercie.